1924 Chicago. Dans les quartiers périphériques de Cicero, Joseph Klenner, en tant que maire de la ville, fait face à une cohue de journalistes. Derrière lui, trône l'homme qui a garanti son ascension, le gangster Alphonse Capone. Capone avait discerné qu'une part du pouvoir résidait dans le contrôle des administrations locales, une domination qu'il exerçait en soudoyant les fonctionnaires. Il avait sous sa coupe un maire local, Joseph Klenner, qu'il considérait comme son pion et qui était tenu de lui obéir. Mais Capone n'était pas satisfait. Le maire s'était écarté du script et prenait la parole de manière inattendue contre les speakeasy illégaux, piliers même de l'empire criminel de Capone. Un tel affront public ne pouvait rester impuni. Ainsi, sur les marches de l'hôtel de ville, une altercation éclata entre eux. Al sortit simplement sa matraque. Il fit chuter littéralement le maire des marches pour montrer au public que c'était le sort réservé à ceux qui osent défier Al Capone. Même les politiciens. Dans les cercles de la mafia, certains boss auraient réglé ce problème derrière les portes. Mais Al Capone ne suit pas cette règle à Chicago. Il n'a peur de personne dans cette ville. Quel homme ose frapper le maire en plein jour devant les policiers et s'en sortir indemne? C'est là que débute l'ascension de Capone au pouvoir à Chicago pendant la Prohibition. En 1919, le gouvernement américain interdit la vente d'alcool, transformant la vente de bière ou de whisky en un acte criminel. C'est ainsi que débarque un jeune gangster de New York du nom d'Al Capone. Ce jeune homme robuste est venu travailler pour le chef de gang Johnny Torrio. Pour faire court, ils ont bâti un empire florissant en se livrant au trafic d'alcool de contrebande, fournissant clandestinement les habitants de Chicago. Torrio était parmi tant d'autres gangsters à travers les États-Unis, accumulant une fortune en veillant à ce que la fête continue. Ces bars clandestins servaient de l'alcool importé aux assoiffés de Chicago dans tout le sud de la ville. La Prohibition a été un échec complet dans les grandes villes comme New York et Chicago avait déjà la réputation d'avoir un gouvernement corrompu et un monde souterrain prospère même avant la Prohibition. Et Chicago se trouve bien placé pour cette opportunité criminelle non intentionnelle. Chicago est devenue la ville emblématique de la Prohibition en raison de son emplacement. Elle était proche du Canada, juste de l'autre côté du lac Michigan. Cela signifiait que l'alcool pouvait facilement entrer dans la ville en tant que point d'entrée. Des gangsters comme Torrio ont rapidement compris qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner en transformant la contrebande et la vente d'alcool en une entreprise bien huilée. La Chicago Outfit de Torrio devient l'une des plus importantes de la ville, et la croissance rapide signifie que Torrio est toujours à la recherche de nouveaux talents. C'est là qu'intervient Alphonse Capone, et la cruauté et l'habileté commerciale du jeune homme le font rapidement grimper les échelons. Plus tard, il a rapidement identifié Al Capone comme un prometteur débutant et un protégé, et il a peu à peu laissé à Al Capone de plus en plus de responsabilités. Le succès de Torrio en fait une cible de choix pour les gangs rivaux. Une nuit sombre, Johnny Torrio est pris au piège et criblé de balles dans le cou et l'aine par l'un de ses rivaux de la pègre, le célèbre contrebandier George Bugs Moran. Moran prend pour cible la tête de Torrio. Mais au moment où il s'apprête à tirer le coup fatal, son arme s'enraye, le laissant sans munitions. Moran abandonne Torrio, le croyant mort. Miraculeusement, Torrio survit, mais l'attaque laisse des marques indélébiles. Cette tentative d'assassinat devant son propre domicile convainc Torrio que rester à Chicago n'est plus viable. Ainsi, il prend une décision radicale qui changera le cours des choses pour lui et pour Capone. Pendant sa convalescence, Torrio cède l'intégralité de ses affaires à Al Capone, son ancien protégé. Une décision qui ravit ce dernier. Ainsi, Torrio passe le flambeau à Capone, confiant entre ses mains le Chicago Outfit, l'un des plus grands syndicats de contrebande du pays. À seulement 26 ans, Capone devient l'un des plus jeunes et des plus riches chefs de la mafia américaine, avec une fortune colossale à son actif. Il s'empresse alors d'imprimer sa marque sur le monde clandestin de Chicago. Capone, connu pour sa brutalité et sa détermination sans faille, émerge des quartiers pauvres avec la certitude que la violence est la seule voie vers le sommet. Il ouvre la voie vers le profit en corrompant la police, en exerçant des pressions sur les politiciens et en éliminant ses rivaux. Bientôt, il dépasse même ses pairs à New York, attirant l'attention de jeunes gangsters tels que Meyer Lansky et Frank Costello. Le seul à pouvoir rivaliser avec lui est un individu rusé et brillant,
destiné à devenir l'une des figures les plus légendaires de l'histoire du crime aux États-Unis. Lucky Luciano. Al Capone à Chicago et Charles Lucky Luciano à New York étaient les deux figures emblématiques de leur époque dans le monde interlope. Luciano, émergeant comme lieutenant au sein d'une des grandes familles mafieuses de New York, adoptait une approche des affaires très différente de celle de Capone. La distinction entre les deux hommes était immense. Luciano évitait les projecteurs et dédaignait l'attention, sachant que l'anonymat était sa meilleure défense. Si le succès de Capone reposait sur la terreur et l'intimidation, Luciano croyait que la violence ne faisait qu'engendrer des conflits. Son objectif principal était de prévenir les guerres entre les familles. Les attaques contre les rivaux dans les rues n'apportaient que des ennuis, engendrant des représailles attirant l'attention indésirable des autorités. S'il était possible pour les différentes mafias de collaborer, elles pourraient générer bien plus de profits sans attirer l'attention des forces de l'ordre. Luciano rejetait les meurtres et les gros titres associés à des bains de sang. Les corps ne devaient pas être découverts. Son seul désir était que la richesse soit partagée équitablement. Cependant, la méthode de Luciano ne convenait pas à Capone. Ce dernier ne souhaitait pas coopérer avec les autres. Son ambition était de régner en maître absolu sur Chicago. L'obstacle principal entre Capone et la domination totale du monde souterrain de Chicago était George Bugs Moran, le gangster contrôlant le côté nord de la ville. Capone pensait qu'il devait éliminer le gang de Bugs Moran pour pouvoir être, si vous voulez l'appeler, le boss des boss. Pas de concurrence à Chicago. Capone et Moran s'engagent dans une escalade vers une guerre brutale, devenant ainsi rivaux pour le contrôle d'un empire criminel. Dans cette lutte acharnée, seul l'un des deux pourrait survivre, transformant leur affrontement en une bataille à mort. Le gang de Capone lance une série d'attaques violentes contre le réseau de Moran, qui riposte avec férocité. Chicago plonge alors dans une spirale de violence inédite. La presse s'enflamme, baptisant ce conflit sanglant la guerre de la bière de Chicago. Capone se trouve sur le point de devenir le premier gangster célèbre d'Amérique. Contrairement à certains chefs de la mafia, Capone ne cherche pas à rester dans l'ombre. Il élit domicile à l'Hôtel Métropole, un établissement 5 étoiles au cœur de Chicago, qu'il transforme en son quartier général. Occupant un étage entier, il reçoit régulièrement des visites de prostituées. Le Métropole devient alors une sorte de mairie officieuse à Chicago. Tout le monde sait où le trouver, ou connaît quelqu'un qui le peut. Capone se montre accessible, ce qui est très inhabituel pour un gangster. Il apprécie d'être vu et adopte des tenues voyantes où qu'il aille. Capone affectionnait particulièrement les costumes d'un bleu ou d'un violet électrique, se démarquant tel un pan. Et il adorait être au centre de l'attention. En corrompant les législateurs locaux, il pouvait se pavaner en public sans craindre d'être appréhendé. Il souhaitait que le nom d'Al Capone soit sur toutes les lèvres, appréciant grandement sa notoriété et cultivant délibérément son image de méchant. Il jouait ce rôle à la perfection, que ce soit par son apparence, ses vêtements ou son comportement, presque comme une parodie hollywoodienne d'un gangster. Doté d'une personnalité colossale, Capone ne passait pas inaperçu. Lorsqu'il entrait dans une boîte de nuit ou un restaurant, il prenait toujours place au centre de la pièce, désireux que chacun sache sa présence. Mais tandis que Capone savourait les projecteurs à Chicago, les gros titres qu'il générait suscitaient une sérieuse inquiétude à New York. Ses rivaux, tels que Lucky Luciano, étaient consternés par son comportement, estimant qu'il attirait simplement l'attention sur leurs activités illicites. Ils souhaitent qu'il arrête simplement et disparaisse et les laisse continuer sans bénéficier de toute cette attention. Luciano et d'autres aspirants chefs ne sont pas intéressés par la mise en avant. Ils veulent garder leurs activités de mafia strictement à l'abri du regard du public. Le désamour de Luciano pour la publicité vient de ses années en tant que jeune gangster travaillant pour l'un des plus grands racketteurs de son époque, un homme appelé Arnold Rothstein. À New York, Arnold Rothstein était essentiellement le fondateur de la Mafia Inc. Numéro 1, le grand homme, le gros capitaliste, celui qui met tout en place. Luciano avait vu comment Rothstein avait dirigé ses opérations de contrebande au début de la Prohibition, et il l'avait fait en restant strictement dans l'ombre. Rothstein avait même appris à Luciano comment s'intégrer dans la société normale, comment se présenter comme un homme d'affaires et ne pas avoir l'air d'un gangster qui se montre. Luciano avait appris de Rothstein que pour que les affaires de la mafia prospèrent, elles doivent rester hors de l'île du public. Et alors que lui et d'autres gangsters à New York préparent leurs plans en secret pour étendre la mafia,
Il souhaite que Capone disparaisse simplement des gros titres. Mais Capone ne va pas simplement disparaître, et la confrontation entre Capone et Moran est sur le point d'atteindre son paroxysme. Le 20 septembre 1926, Al Capone savoure un repas dans l'un de ses endroits favoris, l'hôtel Hawthorne en périphérie de Chicago. Comme toujours, Capone ne se cache pas, aimant être sous les feux des projecteurs. Son rival acharné, Bugs Moran, l'observe de près. Des escouades de tueurs ont été envoyées pour l'abattre. Les tueurs ouvrent le feu sans discernement. Frank Rio, son garde du corps, jette Capone au sol pour le protéger. Des milliers de balles fusent en quelques minutes, transformant l'endroit en un champ de bataille. Capone réalise alors sa vulnérabilité face à de telles attaques. Par un miracle, Capone survit. Désormais, son esprit est uniquement tourné vers la vengeance. La guerre de la bière de Chicago va bientôt défrayer la chronique à travers les États-Unis. La philosophie de Capone était simple, tuer sans se soucier des conséquences. La ville était un champ de bataille, et même si le terme de terrorisme n'était pas utilisé, les gangsters terrorisaient la population, entraînant une crise nationale. La guerre continue jusqu'en 1929, lorsque Capone décide de la terminer une fois pour toutes. Lorsque Bugs Moran reçoit un tuyau anonyme pour acheter une cargaison volée de whisky de contrebande de Capone, il pense que c'est l'occasion parfaite pour prendre le dessus sur son rival archétype. Moran dit à son équipe qu'ils feront la transaction dans leur garage secret le 14 février, la Saint-Valentin. Le gang de Moran attend patiemment que la cargaison arrive. Mais avant l'arrivée de l'envoi, l'équipe de Bug reçoit une visite inattendue de la police. On dirait que quelqu'un a balancé l'affaire. Le gang de Moran n'est pas trop inquiet. Ils peuvent habituellement acheter le silence des flics avec un pot de vin ou deux. Mais pas ces flics. Ce ne sont pas des forces de l'ordre. Ce sont des tueurs sans scrupules de Capone. Il a chargé l'un de ses principaux assassins de mettre en place un plan pour éliminer autant de membres du gang de Bugs Moran que possible. Les assassins se sont fait passer pour des policiers. On fait aligner les gangsters contre le mur, prétendant les fouiller. Les hommes de Moran réalisent trop tard que ce n'est pas une descente, c'est une exécution. Capone a décidé de mettre en scène un massacre, mais il ne voulait pas le faire lui-même. Il ne se tenait pas là avec une mitrailleuse pour arroser les gens de balles. Il était beaucoup plus enclin à engager des tireurs dangereux pour assassiner quelqu'un que de le faire lui-même. En quelques secondes, l'équipe de Moran gît morte sur le sol. Les photographies de la scène choquante se répandent à travers le pays. Et le bain de sang est désormais connu sous le nom de massacre de la Saint-Valentin. Pour s'assurer que personne ne peut attribuer les meurtres à lui, Capone reste loin en compagnie d'un avocat. Mais il sait qu'il en sera le bénéficiaire. Avec Moran éliminé, Chicago lui appartient. Si Moran est mort, Capone réalise qu'il a gagné. Qu'il a le contrôle exclusif des rackets Chicago, et qu'il est le patron là-bas. Et cela signifie qu'il est immensément riche. En dollars d'aujourd'hui, il serait milliardaire. Mais Moran ne faisait pas partie des 7 cadavres gisant sur le sol du garage. Il n'a jamais atteint les lieux de la fusillade. Lorsqu'il a vu la voiture de police à l'extérieur, il a continué à conduire. L'ennemi juré de Capone est toujours en vie, et Capone est sur le point de découvrir que son massacre raté de la Saint-Valentin ajoutera des noms puissants à sa liste d'ennemis. Alors que Capone lutte publiquement avec Moran pour la suprématie de Chicago, en coulisses, Lucky Luciano complote pour faire son propre coup de force à New York. Son objectif est de mettre fin aux luttes violentes et d'alléger la pression des forces de l'ordre. C'est une révolution dans le monde souterrain. Avec le massacre de Capone toujours frais dans les titres, Luciano et d'autres mafieux de New York prévoient une conférence à Atlantic City. Et la mafia comme une entreprise professionnelle. L'approche ne pourrait pas moins convenir à Capone. Alors, Luciano et les autres prennent le taureau par les cornes et invitent le tueur impulsif de Chicago à la conférence d'Atlantic City pour discuter et régler les choses. D'autres gangsters, que ce soit à Chicago ou à New York, se méfiaient un peu de lui parce qu'ils le considéraient comme un peu incontrôlable et ils n'aimaient vraiment pas sa personnalité en quête de publicité. Le massacre de la Saint-Valentin est frais dans la mémoire de tous. Capone peut aimer rechercher les projecteurs, mais Luciano et les autres mafieux prévoient des conséquences sévères. Les racketteurs étaient bien conscients de la rationalité de leur situation. Bien que souvent perçus comme des individus intrépides, ils redoutaient profondément l'ombre menaçante du gouvernement. Pour eux, attirer l'attention du gouvernement des États-Unis était la dernière chose souhaitable.
Luciano, parmi d'autres membres influents du crime organisé, tenta de convaincre Capone d'adopter une approche différente. Mais l'ego de Capone prit ombrage de ses conseils, percevant une atteinte à son autorité sur son empire. Il devint vite évident que l'avertissement de Luciano aurait dû être pris au sérieux. Les actes violents perpétrés par Capone attirèrent bientôt l'attention de l'homme le plus puissant d'Amérique. Avec l'avènement d'un nouveau président, Herbert Hoover, le massacre et les agissements scandaleux à Chicago envahirent les gros titres à travers le pays. Hoover déploya alors une force spéciale avec une mission claire. Capturer Capone. La Saint-Valentin marqua ainsi le début d'un effort concerté au niveau fédéral pour neutraliser Capone, que ce soit en l'emprisonnant ou autrement. Pendant ce temps, Luciano et ses semblables tentèrent d'apaiser les flammes médiatiques allumées par Capone. Ils rencontrèrent des journalistes, leur assurant que l'empire de Capone à Chicago serait bientôt démantelé. Une façade pour calmer les tensions. Cependant, Capone savait que cette histoire était aussi un avertissement voilé. Les autres familles mafieuses commençaient à perdre patience. Avec le gouvernement américain et la mafia sur ses traces, il devint évident pour Capone qu'il était temps de se faire discret. Mais Capone avait d'autres plans, et son prochain mouvement surprend tout le monde. Il trouve refuge à l'endroit où personne ne s'attendrait à ce qu'il aille. Il soudoie des policiers pour être envoyé dans une prison corrompue à Philadelphie, où il découvre des conditions loin d'être typiques. Son séjour à la prison de Philadelphie ressemblait davantage à un séjour dans un hôtel ou à une résidence. Tout le monde le servait sur un plateau là-bas. Tout le monde était corrompu, et il y passait un très bon moment. La peine de prison fait en fait partie d'un accord conclu avec Luciano et d'autres gangsters, et Capone mène la belle vie aux dépens du gouvernement américain. Mais de retour à Chicago, les fédéraux ont d'autres plans pour Al Capone. Les actualités à travers le pays montrent des équipes d'élite d'agents de la prohibition ciblant agressivement l'empire d'alcool de Capone. L'équipe a été sélectionnée par le jeune et séduisant Elliot Ness, surnommé les Intouchables. Et il devient vite évident que Capone ne peut pas les acheter. Les agents envoyés à Chicago pour attraper Capone n'étaient pas corrompus. Ils étaient payés par le gouvernement fédéral. Et ils avaient une allégeance différente, une loyauté différente. Ness et son équipe utilisent des écoutes téléphoniques pour découvrir où est gardée la boisson illégale, puis font des descentes dans les entrepôts. Ness retourne l'amour de Capone pour la publicité contre lui. Il informe les reporters de journaux qui montrent au monde que même Al Capone n'est pas au-dessus de la loi. Pendant ce temps, le département du Trésor examine les affaires financières de Capone. De retour dans sa cellule de Philadelphie, l'homme qui recherche la publicité en reçoit beaucoup. Mais ce n'est pas le genre qu'il a l'habitude de recevoir. Après 10 mois derrière les barreaux, Big Al est secrètement libéré de prison par des fonctionnaires et retourne à Chicago. À son retour, il découvre que le gouvernement a traîné sa réputation dans la boue. Cependant, Al Capone n'est plus le maître incontesté de Chicago. Désormais, il est l'ennemi public numéro 1. Logiquement, Capone devrait se faire discret, mais il est incapable de résister à l'attrait de la publicité. Il décide donc de lancer une offensive de charme. Il adore être sous les feux des projecteurs et voir sa photo dans les journaux. Pour lui, toute publicité est bonne à prendre. Afin de contrer la campagne du gouvernement, il s'adresse directement aux habitants de Chicago. Pour redorer son image, il ouvre une soupe populaire. Nombre de ses anciens employés sont au chômage, et il veut se poser en Robin des Bois. Mais plus encore, il souhaite que les caméras le filment en train de nourrir les travailleurs. Selon lui, les vrais escrocs ne sont pas les criminels comme lui, mais les spéculateurs boursiers. L'histoire tourne toujours autour de Capone. Il était tellement narcissique qu'il avait une perception déformée de la réalité. Il se considérait comme le centre de tout et pensait qu'il était une force positive dans le monde. Capone peut se voir comme un homme bien, mais le gouvernement américain n'aurait pas pu être plus en désaccord. Travaillant discrètement, les agents fédéraux ont monté un solide dossier d'évasion fiscale contre lui. Capone était immensément riche. Sa fortune équivalait à des milliards de nos jours, et il ne payait pas ses impôts. La police a forcé l'ouverture de son coffre-fort privé, où il conservait des traces de ses revenus pour éviter de se faire escroquer. Finalement, ils avaient suffisamment de preuves pour l'inculper. Il reçoit une condamnation de 11 ans pour évasion fiscale. Personne n'avait jamais écopé de 11 ans pour une violation de l'impôt sur le revenu. Un tel cas aurait normalement abouti à 18 mois ou quelque chose du genre. Mais ils lui ont donné 11 ans. Il était stupéfait. Ses avocats étaient stupéfaits. Tout le monde était stupéfait. Bien sûr, le gouvernement voulait faire de Capone un exemple. Al Capone, l'homme qui avait autrefois battu publiquement un maire,
se retrouve maintenant humilié publiquement par la loi. Et les choses vont empirer pour Capone, lorsqu'il découvrira que la vie en prison n'est pas si facile quand tout le monde connaît votre visage. Le 24 octobre 1931, Al Capone, l'un des gangsters les plus connus au monde, va en prison pour évasion fiscale. Ils ne l'ont pas attrapé pour ses fusillades, ni pour ses meurtres, ni pour son racket. Ils l'ont eu pour évasion fiscale, quelque chose qu'ils n'avaient jamais anticipé. La chute de Capone fait les gros titres dans le monde entier. Il semble que le gouvernement américain ait porté un coup mortel au crime organisé. Mais en réalité, Capone a fourni aux gangsters comme Lucky Luciano un écran de fumée. Au-delà des feux de la rampe, une nouvelle organisation de gangsters, secrète et très efficace, prend forme. Et ils sont heureux que Capone soit enfermé. D'autres gangsters se réjouissent que Capone ne soit plus en liberté. D'un autre côté, ils craignaient que la même chose puisse leur arriver. Les gangsters ont appris à éviter la publicité grâce à Capone parce qu'ils ont vu où cela l'avait mené. Ils ont réalisé que cela en faisait une cible pour les enquêtes fédérales qui l'ont finalement mis en prison. Dehors, Lucky Luciano veillera à ce que la mauvaise publicité des violences de gang nuise plus jamais à leurs affaires. Lorsque Luciano manœuvre pour prendre les rênes de la mafia new-yorkaise, il opte non pas pour un bain de sang public, mais pour deux coups stratégiques. Tout d'abord, il sacrifie son propre parrain, Joe Masseria. Ensuite, il élimine l'ennemi juré de Masseria, Salvatore Maranzano. Cette manœuvre propulse Luciano au sommet de la hiérarchie mafieuse de New York. Bientôt, il dirigera la commission, inaugurant ainsi une nouvelle ère de coopération et de prospérité pour ce qui deviendra la mafia américaine. Alors que Capone a échoué avec le massacre de la Saint-Valentin, Lucky Luciano réussit tout avec seulement 2 assassinats. Derrière les barreaux, son empire en ruine, la réputation de Capone est réduite en lambeaux. Le gouvernement décide alors de tirer parti de Capone à des fins de publicité. Il transfère le gangster le plus célèbre d'Amérique à la nouvelle forteresse insulaire d'Alcatraz. Le président Hoover ordonne au directeur de la prison de démontrer au monde entier à quel point Alcatraz est un endroit effroyable en y envoyant Al Capone. Et c'est exactement ce qu'ils font. Placé dans une cellule de 6 sur 10 pieds, Capone est confiné à l'extérieur, où il peut contempler la baie de San Francisco à travers les barreaux. Sa présence à Alcatraz est humiliante, notamment parce que les autres détenus ne le craignent pas. Il est affublé d'un surnom méprisant, souvent vu en train de nettoyer le sol. Capone découvre que sa réputation attire désormais les criminels en quête de notoriété. Parmi eux, Jimmy Luca, membre d'un gang appelé les Texas Cowboys. La chute de Capone est désormais totale. Sa vie sous les projecteurs porte des fruits amers. Avec le temps, les médecins de prison découvrent que peut-être Capone n'était pas entièrement responsable de son comportement imprudent. Al Capone souffrait de syphilis. Il l'avait contracté auprès de prostituées lorsqu'il était jeune à Brooklyn, sans se rendre compte qu'il l'avait, et cela explique beaucoup de choses sur son comportement et ses explosions de tempérament tout au long de sa vie. En vieillissant, cela a également ruiné sa santé, car il n'y avait pas de remède à l'époque. En 1939, Capone est libéré de prison sur avis médical. À ce stade, la syphilis s'était propagée à son cerveau, et Al Capone a l'âge mental d'un enfant de 12 ans. Al Capone vivra le reste de sa vie dans la solitude de son manoir en Floride. Un gangster sans gang. Le 18 janvier 1947, peu après avoir fêté son 48e anniversaire, Al Capone subit une grave attaque cérébrale et tombe dans le coma. Presque au même moment, certains des plus grands parrains de la mafia américaine se réunissent à La Havane, à Cuba. Ils planifient l'avenir de la mafia. Un avenir sans Al Capone. Au lieu de cela, ce sera dirigé par Lucky Luciano. Il voulait que la mafia américaine soit le reflet du capitalisme américain, pour profiter de tout ce qui fonctionnait avec le capitalisme. C'était une nouvelle ère, et il allait moderniser la mafia, et c'est exactement ce qu'il a fait. Quelques jours après son attaque cérébrale, Capone meurt. L'ère du gangster célèbre est révolue, et une nouvelle génération de gangsters voit le jour. Désormais, les mafieux travailleront ensemble pour créer une société secrète qui dominera le crime pendant des générations. Ils l'appellent la Cosa Nostra. Le monde le connaîtra sous un autre nom, la mafia américaine. Les fondations de cette organisation ont été posées par Al Capone, mais sa contribution n'était pas par l'inspiration. C'était ses erreurs brutales et publiques qui avaient appris à la mafia comment ne pas se comporter. Sa carrière a peut-être pris fin dans le désastre, mais à ce jour, Al Capone reste avec défiance le nom le plus célèbre de l'histoire de la mafia. L'ennemi public numéro 1. Era un uomo temuto, un re senza corona. Lei si chiamava Guerra,
la mafia la sua donna, le strade di Chicago portano il suo nome. Il capo di tutti, un re senza trono. Nelle sue mani il potere, nel cuore solo vendetta. Un sorriso di ghiaccio, una mente ambiziosa, inquietante. I suoi occhi infuocati bruciavano di passione, ma il cuore di Al Capone c'era solo desole. Ballata di Al Capone, il re dell'ombra e del dolore. Sulle strade di Chicago regnava con gran splendore, ma la sua fine era vicina, il destino l'ha tradito, un uomo senza corona. Il suo regno